Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 20 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité et croire en eux, c'est toujours le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille Andry qui est psychologue. Bonjour Andry, Bonjour Émilie, bonjour tout le monde. comment tu vas? Ça va très bien et toi? Super, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler de tout ce qui est addiction et problématiques liées aux écrans et j'ai hâte de partager avec toi sur ce sujet. Eh ben, j'ai hâte également, c'est avec grand plaisir que- qu'on échange, qu'on puisse échanger aujourd'hui et hâte de pouvoir partager tout ce que je sais et puis tout ce qu'on peut alimenter comme sujet autour des écrans. C'est cool. Alors du coup, on pourrait commencer par te demander de te présenter. Qui tu Ouais, es, bien toi? sûr. Qui je suis? Je suis un être humain. Non, je fais ça. Je suis. Bah écoute, si on parle de ma profession, je suis donc psychologue spécialisé en neuropsychologie pour les enfants et les adolescents. Et donc, bah, mon rôle, c'est un peu d'accompagner à la fois bah, les enfants et les adolescents, mais forcément les familles et les parents, hein, forcément. Et donc, je les accompagne, on va dire, sur deux gros aspects. Le premier aspect qui est le côté cognitif, apprentissage, donc le côté bah, apprentissage scolaire ou apprentissage d'une quelconque compétence, quelle qu'elle soit. Et le côté psycho-affectif, donc voilà, suivi psychologique, presque thérapie, j'ai envie de dire parfois, même si je suis pas psychothérapeute, ça c'est important de le dire. Mais voilà, forcément quand on vient consulter, c'est que aussi psychiquement c'est compliqué et donc voilà, donc j'accompagne sur l'aspect anxiété, confiance en soi, estime de soi. C'est quoi qui t'a amené à faire ce métier-là? Oula, est-ce qu'on a 3 jours là? Je rigole, je vais essayer de la faire courte. Mon rêve quand j'étais tout petit, c'était d'être dentiste. Ouais. Et bon, j'ai réussi à aller, je dis bien j'ai réussi à aller jusqu'en fac de médecine et j'ai réussi à ne pas à échouer le concours de médecine. Et donc ça a été terrible parce que ça a été un moment très douloureux puisque ça a été tout un rêve d'une vie qui a été brisé. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de ma vie finalement. Et comme en médecine, on a la chance de voir et d'étudier plein de matières différentes, j'ai regardé là où j'avais les meilleurs résultats. Et c'était en neurosciences et sciences humaines et sociales. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec neurosciences et sciences humaines et sociales dans ma vie? Et donc j'ai littéralement tapé sur Google neurosciences, espace, sciences humaines et sociales. Et en cliquant sur entrée, la troisième suggestion, c'était marqué neuropsychologie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que neuropsychologie? Et j'ai cliqué dessus et j'ai regardé le descriptif et j'ai dit, ok, en fait, je m'en fous en fait des dents. Ce que je voulais, c'était juste aider les autres. Et donc, je me suis dit, ok, c'est bon, bah, je fonce pour faire ça. Et du coup, je me suis inscrit à la fac de psycho et puis me voici aujourd'hui. D'accord. En résumé, méga résumé, hein. Ah, c'est génial. Non, mais Ouais, c'est chouette de voir et de rappeler parce que j'enregistre cet après-midi après notre rendez-vous une ouais, interview avec quelqu'un avec qui on va parler orientation scolaire en tout cas, mais ouais. orientation, professionnelle pour les jeunes et les ados et c'est Mm, toujours et c'est marrant de voir à quel point des fois c'est des tout petits grains de sable qui ont fait que ouais, quelque chose s'est créé autrement et j'aime bien ta manière de le dire en disant: «J'ai réussi à échouer». ouais. Ouais, c'est chouette ce truc-là, Ouais. j'adore. Vraiment, j'ai eu la chance d'échouer. Je pense que vraiment. Alors, je te le dis là avec beaucoup de recul, hein, mais forcément sur le moment, c'est voilà, t'as l'impression que le monde s'arrête, quoi. Donc, C'est vachement moins drôle, ouais, c'est ça, ouais, ouais. carrément. Mais voilà, OK. c'est comme ça que j'en suis arrivé à là, quoi. Alors moi, j'aime bien aussi poser la question parce que en général, quand on accompagne les ados et les jeunes adultes, on le fait pas par hasard. Et si on le fait, c'est parce que souvent, dans notre adolescence, il se passe des trucs. Comment elle Ouais. était ton adolescence à toi? Moi, mon adolescence, elle était plutôt tranquille, que ça soit l'enfance ou l'adolescence. J'estime avoir eu beaucoup de chance. Parce que voilà, j'ai mes 2 parents qui sont toujours aujourd'hui avec moi, qui m'ont toujours accompagné dans mes études.
J'ai un frère extraordinaire, un grand frère avec qui je me suis toujours bien entendu encore aujourd'hui. J'ai eu des amis incroyables et des rencontres incroyables aussi. J'ai beaucoup travaillé en classe, donc ce qui veut dire que j'ai eu toujours des résultats assez satisfaisants, même si c'était en dépit de gros efforts. C'est vrai que c'était très centré autour de l'école par contre, mais voilà, j'ai une adolescence que moi j'estime heureuse. Et donc, pour répondre à ta première question qui était qu'on fait pas le métier qu'on fait actuellement par hasard, c'est plutôt à la suite de mon échec en médecine et plutôt à la suite on va dire de mon cursus scolaire universitaire que j'ai commencé à me poser énormément de questions. Notamment en deuxième année de psycho où j'ai commencé à découvrir la psychologie positive, le développement de soi, les vidéos TED. Notamment, j'ai beaucoup poncé le site TED.com. Et en fait, j'ai eu comme un électrochoc parce qu'on a énormément de choses sur la vie, sur le sens de la vie, l'épanouissement, le bonheur, se réorienter, etc., qui n'ont absolument pas été abordées dans le cursus universitaire alors que je suis en psychologie. Et je me suis dit, bon, tranquille, je suis en deuxième année, ça va venir peut-être l'année prochaine ou quand je serai en master. Et non, en fait. Et donc, et puis moi pareil, à l'époque, j'en parlais autour de moi, que ça soit auprès de mes collègues étudiants ou auprès de mes profs. Et mes collègues étudiants, bah, pour eux, ils se posaient pas forcément ces questions-là. Et donc, je me suis dit, bon, c'est mon cercle restreint, peut-être qu'eux, ils n'ont pas cet intérêt-là, mais je vais en parler à mes profs. Eux, forcément, ils sont, ils ont des doctorats, ils exercent depuis 10, 20, 30 ans, donc forcément, c'est des questions qui doivent les tarauder, et voilà. Et quand j'ai posé cette question-là à un de mes profs, il m'a dit, attention André, tu rentres dans des choses qui sont pas scientifiques et qui sont pas validées. Moi j'ai dit, bah, en fait, je vous présente des gens qui ont étudié le sujet depuis 40 ans. Enfin, il y a des études, on peut les retrouver sur tous les sites que vous nous recommandez pour faire des études. J'ai pas compris en fait enfin, c'est de la recherche. Enfin, c'est Mmh. justement ce que vous nous demandez de faire, c'est-à-dire faire de la recherche, être le plus objectif possible. Et puis j'ai vu une fermeture en fait d'esprit, et ça m'a fait dégringoler de 10 000 étages sur l'autorité universitaire. Et je me suis dit, ok, je crois que là il y a un petit problème auprès de certains chercheurs et certains pontes universitaires. Et je me suis dit, quand moi je vais exercer, je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais faire ce qui m'a manqué, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, parce que je me rends compte que dans le système scolaire, il y a un gros problème. Et quand tu grandis, par contre, comme je t'ai dit, j'ai eu une enfance et une adolescence très épanouie. Mais quand je suis arrivé en médecine, je me suis rendu compte que j'avais pas les mêmes. Déjà, j'ai appris en médecine que j'étais dans un lycée de ZEP, que je ne savais pas. Et quand je suis arrivé en médecine, je me suis rendu compte qu'il me manquait des cours en biologie que j'ai pas eu parce que je venais pas du même milieu. Parce que moi, je viens de Creil, qui est une petite ville de banlieue dans le 60, et d'autres venaient de quartiers plus huppés, plus riches financièrement, socialement, et donc on n'avait pas les mêmes niveaux de connaissances. Mmh. Et là, je me suis dit, ok, je crois que là, il y a un vrai problème en fait, et j'ai pas envie en fait que les ados et les jeunes que j'accompagne, ils partent avec des balles dans le pied comme ça. Au moins, peut-être pas au niveau scolairement, mais au moins au niveau de leurs ressources intérieures. Et c'est ça qui a fait que tout ce que j'ai pas eu et que je me rends compte que j'ai pas eu en fait plus tard, j'ai envie que les jeunes l'aient le plus possible avec moi ce que j'ai. Et donc voilà, c'est un petit peu ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est canon comme valeur. J'aime bien Ouais, cette histoire parce qu'effectivement, c'est un truc auquel on se rend pas forcément compte, nous, quand on le vit pas. ouais, Dire qu'effectivement, il y a des endroits où on a tout l'apprentissage et il y a des endroits où on n'a pas tout. Et c'est pas, une volonté de mal faire, c'est parfois une volonté d'adapter des choses, en fonction du temps, en fonction de l'organisation, en fonction de plein de choses. Mais effectivement, ça peut être problématique pour certains jeunes et c'est une super,
Enfin, c'est génial ce que tu nous expliques parce qu'effectivement, c'est une belle envie, quoi. Mmh, Bravo, mmh. j'adore. C'est quoi ton plus à toi dans l'accompagnement des jeunes et des ados, du coup? Je pense que c'est une bonne question. Au début, tu m'aurais posé ça, alors ça fait 4 ans et demi que j'exerce Mmh. et tu m'aurais posé ça il y a, je pense, 1 an encore, j'aurais pas su te répondre, Mmh. parce que j'estimais ne pas avoir de plus. Et je pense qu'en fait, j'assume que j'ai un plus parce qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir se regarder en face et se le dire, quoi. C'est pas, de l'arrogance. Et je pense que mon plus, c'est le fait d'être connecté, à ce qui touche les jeunes d'aujourd'hui. Et Ouais. je pense être, un pont entre les générations, d'aujourd'hui. En tout cas, je fais au mieux. J'estime, je suis pas, voilà, mais je fais au mieux pour être un pont entre les jeunes d'aujourd'hui. Quand je dis les jeunes, c'est enfants, ados, avec les jeunes adultes qui ont 10 ans de moins que moi, les adultes qui ont mon âge et les adultes qui ont 10 ans de plus que moi. Et c'est ça un petit peu ma vocation, c'est de pouvoir connecter toutes ces générations-là, et parce qu'on a grandi de façon totalement différente en fait, en fonction des différentes générations. Carrément. Donc voilà, je parle par rapport surtout en rapport aux écrans et internet, en fait. Ouais. Parce que ça a littéralement façonné notre vision du monde et notre style de vie. Et donc voilà. Ça a généré des changements sociologiques importants, je Ouais, crois que c'est ça qu'on peut dire, non? ouais, exactement. Et ça correspond à Psychologique, ce que tu nous disais sociologique, tout ouais. à l'heure, en Ouais, disant, que c'était ce qui t'intéressait aussi. mm, clairement. Qu'est-ce qui te marque le plus en ce moment dans tes accompagnements d'ados, du coup? Ce qui me marque le plus, c'est alors il y a des choses positives et des choses négatives qui me marquent. Mmh. Les choses négatives, c'est que il y a beaucoup de choses malheureusement qui sont encore très ancrées dans la discrimination, dans le harcèlement, dans dans le manque de prévention et d'actes du système éducatif par rapport à ça. Je retrouve des situations mais qui sont quasi similaires de ce que mon frère a vécu ou de ce que j'ai pu voir. Moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre de la discrimination. J'ai vécu du harcèlement par contre auprès de d'autres jeunes, euh, mais je constate qu'il y a des choses que j'ai vues en termes de discrimination de la part de profs ou de la part d'adultes dans le milieu scolaire qui sont encore aujourd'hui d'actualité, voire même plus fortes, que je trouve totalement aberrant alors qu'aujourd'hui on a la parole plus libre, les infos sont, il y a de la prévention, il y a des choses, il y a des interventions qui se font de plus en plus, il y a Internet, il y a de la formation qui peut se faire. Et donc ça, je trouve que c'est encore abusé, quoi. Mmh. Et positivement, ben, c'est que il y a des associations qui se font, qui se créent, il y a des mouvements, il y a des prises de conscience chez les jeunes qui sont beaucoup plus fortes autour de ça, parce que l'information se diffuse beaucoup plus vite et certains jeunes sont beaucoup plus alertes de ce qui est bien et ce qui est moins bien dans la société. Et c'est ce qui les amène parfois malheureusement à consulter. C'est que c'est cette prise de conscience-là qu'il y a des choses qui vont pas et qui ne sont plus tolérables en fait et qui font que ils viennent me voir quoi. Enfin, qui viennent nous voir, nous les psys. Et donc voilà. Mmh. Et ça recoupe un peu pour moi ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que quand tu étais étudiante, tu regardais des TED. Mhm. Moi, j'ai beaucoup regardé des TEDx aussi. Ouais. On peut regarder il y a plein de ressources. Il y a un Mm. accès à pléthore de ressources en ligne gratuites aujourd'hui à plein de niveaux. Sauf que la difficulté, c'est que toutes ces ressources, parfois, elles peuvent aussi venir nous culpabiliser quand on n'a pas les outils pour s'en sortir et quand on n'y arrive pas. Ouais. Et ça, moi, je le vois avec les jeunes que j'accompagne. Ils me disent, mais je sais, il faudrait que je fasse ça, mais j'y arrive pas, en fait. Et il y a une vraie souffrance par rapport à ça. Donc, c'est valoriser cet accès à la connaissance qui est super importante et qui est géniale, Mm. mais c'est aussi réaliser que ça peut aussi parfois fragiliser, quoi. Mais clairement, la première étape, c'est effectivement cette masse d'informations. Mais la deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et qui suis-je à travers tout ça? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et du coup, en plus, tu as tout et son contraire aujourd'hui.
Donc et puis c'est beaucoup de il faut que, il faut que, il faut que. Et en fait, on a l'impression que qu'on doit faire tout vite, tout de suite maintenant, pour obtenir des résultats tout vite, tout de suite maintenant. Et en fait, bah c'est juste pas possible en fait. Et c'est à double tranchant bien sûr tout ça. Et ça aussi je l'accompagne énormément parce que bah, forcément, si je devais prendre l'exemple le plus courant, c'est qu'aujourd'hui, un tiers des jeunes que je reçois, j'ai envie d'être youtubeur, tu vois. Et donc, c'est pas bien ou pas, c'est pas mal ou c'est pas mauvais ou bon. C'est en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est d'être accompagné. C'est hyper important qu'ils prennent conscience. Et moi, ce que je prône dans l'accompagnement que je fais, notamment quand je fais des interventions autour des écrans et d'internet et des jeux vidéo, moi, j'appelle ça que j'apprends l'hyper conscience en fait des réseaux sociaux et d'internet. Comment être hyper conscient de ce qu'on consomme et de ce qu'on fait. Et c'est aussi bien pour les parents que pour les jeunes. Donc, Carrément. ouais. Et puis on va en parler justement. On en parlait, quand on a préparé cette interview tous les 2 en se disant, Mm. les ados et les jeunes aujourd'hui, ils sont nés, les téléphones étaient déjà là, les Ouais. smartphones spécifiquement, les ordinateurs, les télés. Moi, des fois, je nous surprends avec mon mari, on est assis sur le canapé, on a la télé, l'ordinateur sur les genoux et le téléphone. Et on Ouais, dit, ouais, 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 «Ouah!» ouais. et on dit aux gosses: «Éteignez la télé! Ça suffit les écrans aujourd'hui!» Et ouais. Ah C'est ouais, un ouais, non, vrai problème en fait. ah non, mais c'est tout un débat. C'est le débat du 21e siècle, hein. C'est très, 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 très difficile. Et donc comment tu les accompagnes là-dessus? Est-ce qu'il faut travailler par de la prévention? Tu parlais d'hyperconscience de la consommation, d'écran. Comment est-ce que, je sais pas, t c bon déjà on va commencer par la définition, ça pourrait être plus concret. Mm. C'est quoi une addiction aux écrans? Alors, déjà, une addiction de façon globale, si on devait enlever juste le fait que ça soit lié aux écrans, mais l'addiction globale, c'est un comportement en fait qui vise à produire du plaisir ou écarter une sensation, donc un malaise interne ou un manque ou une anxiété à travers ce comportement. Ça implique que c'est très difficile à contrôler, forcément, que c'est presque irrépressible et que ce comportement il se poursuit même si on a connaissance que ça a des conséquences négatives. Mmh. D'accord? Donc c'est un petit peu ça. Donc c'est vraiment quelque chose de pas compulsif, mais qui est difficile à réprimer, bien qu'on sache que ça a des effets négatifs. En gros, c'est ça un petit peu une addiction. Et donc il y a plein de critères, parce que c'est voilà une addiction comportementale, ça c'est dans le DSM-5, hein, c'est le manuel de statistiques et diagnostic des maladies mentales. Et donc ça implique plein de choses. Voilà, c'est de façon répétée, c'est plus long que prévu. Le gros point aussi important, c'est que ce comportement, on va le poursuivre et que ça va impliquer, que ça va réduire nos activités sociales, professionnelles, familiales, et que ça Ouais. va même empêcher parfois des obligations bah, sociales, professionnelles ou de la vie quotidienne, et que ça nous empêche même de faire nos obligations quotidiennes, et que ça empiète même parfois sur malheureusement des besoins primaires comme se nourrir, l'hygiène de vie, etc. quand on va Mmh. les stades les plus avancés. Donc voilà, c'est en gros c'est ça. Et donc ça peut se manifester par plein de formes différentes, hein. On peut être, quand on nous dit d'arrêter un comportement, bah, on peut devenir irritable, on peut s'isoler, on va être moins disponible aussi psychologiquement. Et donc il y a ce qu'on appelle une comorbidité qui est très importante avec la dépression aussi, ou les troubles déficitaires de l'attention qui peuvent encore plus accentuer tout ça. Donc voilà, ça s'entremêle un petit peu, donc Juste pour ceux qui savent pas, excuse-moi, la comorbidité, c'est dans le sens où tu as 2 actions, c'est ça? la comorbidité, c'est quand 2 pathologies entre guillemets «s'entremêlent» un petit peu, et donc on sait pas trop si c'est la dépression, si c'est l'addiction, si c'est X, Y ou Z quoi. Donc c'est un petit peu Ouais, ça. je précise parce que
parce que c'est un Ouais, peu fort, pardon, qui peut c'est paraître vrai que fort et j'ai voilà, comme c'est des professionnels qui accompagnent des ouais, ados, c'est pas forcément on connaît pas forcément tous les termes. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, si tu me permets de l'ajouter, en tout cas dans ma formation, on nous a appris que tout ce qui est accompagnement d'addiction en thérapie brève, en hypnose, en coaching ou dans d'autres, pratiques, ça doit toujours se faire avec l'accord d'un médecin parce ouais, qu'il y a des addictologues et que si c'est une addiction, c'est que ça doit être reconnu par un médecin et c'est important de le faire accompagner à plusieurs, biais. Je me permets de le rajouter parce que c'est clairement. important pour moi. En tout cas, ta définition est très claire. La problématique avec ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, c'est que, pour moi, c'est qu'en fait, ces jeunes, ils ont été biberonnés aux écrans depuis tout petits par ce qu'ils ont vu de leurs parents. Ils ont souvent des smartphones à partir de la 6e. Mmh. Aujourd'hui, moi j'avais lu des études là-dessus, mais tu vas me les confirmer ou pas, hein. C'est que, aujourd'hui, c'est vachement plus facile de gérer ses émotions avec un smartphone que tout seul. Comment on le dit souvent, on se sent à poil sans smartphone, quoi. Ah ouais, ouais, c'est alors est-ce que c'est plus facile de gérer ses émotions, avec smartphone que tout seul? Je sais pas, mais en tout cas, ça permet effectivement de moins ressentir, d'être moins connecté, à ce qu'on ressent et donc forcément, ça fait un petit peu un genre de pansement, mais c'est quelque chose de c'est symptomatique quoi, c'est un pansement, ça va pas régler le la blessure, On est entre d'accord. guillemets. Mais oui, voilà, c'est vrai que l'exposition aux écrans, ben, la durée d'exposition, elle joue un rôle énorme sur on va dire, la probabilité d'avoir de l'addiction, quoi, c'est sûr. Mais aujourd'hui, du coup, comme c'est omniprésent dans nos vies, qui Ouais, n'est pas addict, en fait? c'est la bonne question. C'est une très bonne question. Bah, si on reprend la définition, bah, le but, c'est qu'effectivement, on puisse. En fait, il faut s'organiser autant. Il faut pouvoir avoir une discipline spatio-temporelle, en fait. Et ce que j'appelle le discipline spatio-temporelle, c'est-à-dire cadrer aussi bien dans le temps l'exposition aux écrans que dans l'espace, c'est-à-dire à quel moment et à quels endroits, même de la maison, on est autorisé à prendre ces écrans ou à consommer au niveau des écrans. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des temps ou qui vont être dédiés à ces écrans-là. Qu'est-ce qu'on y fait sur ces écrans-là? Pourquoi? Dans quel but? Et la problématique des écrans aujourd'hui, c'est que c'est omniprésent, c'est qu'on l'a dans sa poche tout le temps avec le téléphone et que bah, il y a plus de, que ce soit à table, que ce soit devant la télé, que ce soit même dans la cour de récré si c'est pas si c'est autorisé, que ce soit avec les potes dehors, que ce soit. Donc en fait, il faut cadrer tout ça, il faut le cadrer. Mmh. Parce qu'on ne peut pas vivre sans écran aujourd'hui, c'est pas possible. Que ce soit pour notre travail, pour communiquer, pour s'informer, pour apprendre, on peut pas. Donc Mmh. qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose qu'on peut faire, ben, c'est d'apprendre à se cadrer aussi bien dans le temps que dans l'espace, quoi. Et donc ça, c'est un truc que tu recommandes, à l'environnement, c'est-à-dire aux parents, Ouais, aux personnes qui vivent avec les jeunes, c'est de les aider à le cadrer, de leur donner un cadre, des règles, des ouais, choses comme ça? ouais, c'est hyper important, c'est la base parce que sinon sans ça, aussi bien pour soi-même que pour les jeunes, hein, parce que c'est vrai que tu l'as très bien dit, on peut pas c'est contre-intuitif de dire à un jeune: «Bah, t'arrêtes la télé ou t'arrêtes ton écran», alors que nous-mêmes on est devant trois quatre écrans. C'est et c'est pas le faire dans une répression, c'est aussi, le faire, ensemble, je pense. Parce que les parents, c'est le premier modèle. Donc c'est dire: «Bah, tiens là, tu vois, même moi», c'est dire à son enfant, ne pas hésiter à dire: «Bah, même moi là, tu vois, je sens que là, je suis débordé, enfin, par tous mes écrans. Bah, si tu vois que moi-même, je suis dans ce cas-là, n'hésite pas à me dire: «Attention la maman, regarde, t'as tel écran allumé». OK. Et ben, c'est dire: «Bah, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?» Tu vois? Et je pense que c'est une bonne solution de se dire: «Ben, OK, on va essayer, de mettre en place un tableau où dessus on va dire là, de telle heure à telle heure, on va être sur les écrans pour telle chose, pour regarder un film ensemble, pour, jouer à un jeu ensemble, pour faire une recherche sur internet ensemble». Et voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire en tout cas tout de suite maintenant, Mmh. si on devrait, si on pouvait en tout cas agir. OK. C'est ça, c'est important.
Ça cause quelle souffrance, ces addictions aux écrans, en fait, chez nos jeunes et puis bah, chez les adultes aussi par extension, quoi, du coup? Ouais. Alors les écrans en eux-mêmes, ils causent pas de souffrance particulière, mais c'est la conséquence d'être trop sur les écrans qui vont causer des souffrances en fait. Et bah, c'est tout ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est Mmh. l'isolement, c'est le fait de, de ne plus être conscient et de scroller, comme on dit, de consommer des informations, que ce soit du divertissement ou même des choses informatives, de façon robotique en fait, sans savoir ce qu'on recherche en fait, et sans Mmh. savoir ce qu'on fait sur l'écran. Le temps est compressé sur les écrans, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir passé 15-10 minutes, en fait on a passé 1 heure et demie. Et ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte, hein, c'est que les écrans volent notre temps. Et c'est en fait c'est littéralement le business model des applications qu'on peut avoir, des GAFAM, etc. C'est nous le produit. Ouais. Et notre produit et leur pro- et c'est nous le produit et leur bien de consommation, enfin le bien de consommation, c'est notre temps. Mmh. Et ça, c'est très très important d'en avoir conscience. C'est-à-dire Mmh. que quand toutes les applications qu'on utilise, elles sont gratuites. Ah si, c'est gratuit, c'est nous le produit. C'est tout. Et donc, ça, il faut en avoir conscience. Parce que le problème, moi, principal que je trouve dans les écrans, c'est que, ok, ça nous vole notre temps, mais surtout que ça, c'est en fonction de ce qu'on consomme sur Internet et ce qu'on consomme sur ces applications va engendrer des comportements et va engendrer des façons de penser Mmh. sur notre façon de voir le monde, de voir les choses et donc de consommer. Et ça, c'est hyper important de mettre des mots dessus. Je recommande souvent le film Derrière nos écrans de fumée sur Netflix. Je sais pas si tu l'as vu? Je l'ai même pas encore vu celui-là, je l'ai dans ma liste, mais je l'ai toujours pas Ah vu. bah, ça concerne exactement ce que tu es Ouais. en train de dire, c'est-à-dire que c'est un film que je recommande souvent aux parents des adolescents que j'accompagne qui me les Mm, amènent pour ces sujets-là. C'est de dire: «Regardez absolument ce film-là, il est mm. très bien fait» et ça a été fait par les créateurs d'Instagram, Facebook et Google. Donc en fait, D'accord. ils sont interviewés pour expliquer comment ils ont fait pour nous voler notre temps, en fait. Mm, Comment mm, ils mm, font pour nous attirer? Comment ça se passe quand, je suis à côté de toi, par exemple, avec mon smartphone et que mm. du coup, il va me m'afficher toutes les notifications qui te concernent toi? Parce qu'ils voient bien qu'on est côte côte ou Bah oui. parce qu'ils ont détecté dans notre conversation certains mots qui reviennent régulièrement et qui du coup expliquent que, on va amener ce genre de choses. Ils Mm. expliquent très bien dans ce film-là que aussi au départ, et il parlait au niveau de la politique des États-Unis, au départ, les gens étaient plutôt au centre. C'est-à-dire, les Ouais. gens le voient pas parce qu'à travers le micro, moi je montre que 2 mains assez rapprochées et qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec 2 blocs au niveau des extrêmes. Parce qu'en fait, il s'est passé que ce que nous montrent les réseaux sociaux va dans notre sens. J'ai eu Ouais. un exemple, perso, il y a quelques années. Je m'étais renseignée beaucoup sur l'alimentation sans gluten et sans lait de vache. Je ne voyais que des articles qui disaient que l'alimentation sans gluten et sans lait de vache était bonne. Mm. Et puis j'ai changé mon braquet parce que je me suis rendu compte que c'était en supprimant des aliments, ça pouvait générer des troubles alimentaires. Et donc du coup, je me suis beaucoup plus renseignée sur l'alimentation intuitive. Je Mm. ne vois plus un article, je ne vois que des articles aujourd'hui qui me disent que l'alimentation sans gluten et sans lait de vache génère des troubles alimentaires. Je ne Ah oui. vois plus rien qui me dit que c'est bien en fait. Mm. Est-ce que la règle a véritablement changé? J'y crois pas. Ce que je crois, c'est que, en fonction de ce que je like et de ce que je regarde, du temps Mm. que j'ai d'ouverture d'une page, de machin, de bidule, tout est étudié par des machines et que du coup, je ne vois que ce que je veux. Mm. Donc c'est OK parce que, je suis adulte et mon cerveau est suffisamment mature pour ça. Mais aujourd'hui, quand on accompagne des jeunes, on en parlait hier avec, lors d'un enregistrement de podcast où on se disait que les jeunes, bah, effectivement, en termes de maturité émotionnelle, ils ont pas toutes les données encore et C'est c'est ça. normal. Ouais. Bah, du C'est coup, ça. quel impact ça a sur leur cerveau, ce truc-là? Mais bien sûr, c'est hyper important ce que tu viens de soulever comme point. Pour moi, l'utilisation d'Internet et des écrans devrait être tout un pôle d'études et de connaissances à apporter autant que les maths et le français en classe. Enfin, pour moi, il y a deux choses qui manquent en classe. Enfin, allez, trois.
trois choses qui manquent dans l'éducation scolaire, c'est parler avoir un espace pour parler de ses émotions, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de qui on est, de ce qu'on vit au quotidien. Le deuxième espace, c'est parler de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? D'où ça vient? Je ne parle même pas d'investir ou comment devenir riche. Je te parle juste qu'est-ce que c'est l'argent, en fait, parce que c'est c'est juste là dans notre vie au quotidien tout le temps, mais on n'en parle pas. Et Internet et les écrans et comment consommer de façon plus saine, avoir un rapport sain. Voilà, c'est pour moi les trois choses qui devraient être en fait dans les cursus scolaires et dans les manuels en fait de, de chaque élève en fait. Carrément. Mais comme ça n'existe pas aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux? Tu nous disais tout à l'heure, Ouais, donner des règles. Qu'est-ce qu'on peut ouais, faire de plus? Parce que souvent, pour eux, c'est pas un problème, en fait. ouais. Bah c'est en fait tant que c'est compliqué parce que tant que si tu vois que c'est pas un problème, tu pourras jamais t'attarder dessus. Et donc on est obligé de faire de la prévention, d'en parler autour de soi, d'intervenir, de faire des podcasts. Bah, c'est vrai en fait, puisque on le voit en fait, c'est pas, ça devrait être quelque chose pour moi qui devrait être abordé au niveau politique, mais c'est comme plein de choses que politiquement ça ne se fait pas. Donc malheureusement, ben, c'est nous le peuple qui devons faire ces démarches-là. Et Mmh. voilà. Et on J'ai doit justement, excuse-moi, Ouais, vas-y. on doit utiliser ces plateformes et ces réseaux sociaux et ces écrans pour faire créer cet espace-là. Je pense que finalement, c'est ça pour l'instant la meilleure des solutions que j'ai trouvées. Mais ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, clairement, c'est que j'ai reçu un jeune garçon d'une quinzaine d'années Mhm. qui, son papa travaillait dans une grosse boîte, mais tu sais, avec beaucoup de protection, informatique sur l'ordinateur. Et en fait, le jeune a été en tel mal-être vis-à-vis des autres et de son rapport aux autres, que le seul endroit où il se sentait bien, c'est dans les jeux vidéo. Et Mhm. il jouait, je sais plus à quel jeu, mais à des jeux vidéo en ligne, où il communiquait avec des Mhm. Américains, des Canadiens, enfin Mhm. voilà, et ça lui donnait un semblant de vie sociale. Donc ça Ouais, avait pour lui, je voyais très bien dans mon accompagnement que ça avait énormément de valeur pour lui, ce ouais, truc-là. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que plus il consommait des jeux vidéo, plus il était fermé au monde extérieur, tu bah vois. oui, Et c'était au point qu'il se levait la nuit, il se mettait un réveil la nuit, il allait piquer l'ordinateur de son père, il allait je vais dire le hacker, mais parce que j'y connais rien, mais en ouais, tout cas, ouais. il allait se débrouiller pour le décoder et Mm. accéder à l'ordi et Mm. réussir à accéder à son ordi. Et du coup, il dormait pas la nuit, donc Mm. ses notes chutaient complètement. Et en fait, moi, je me suis retrouvée complètement coincée et j'ai demandé aux parents d'aller à Paris dans un hôpital où ils accompagnaient ce genre de problématique avec un pôle multi Ouais, professionnel, parce que je me suis sentie démunie face à cet enfant, enfin bah t'as face à bien ce fait. jeune. Bah t'as Et bien fait. c'est ça, Enfin, t'es à ta limite en fait d'accompagnement. Tu peux pas aller plus loin que ce que tu fais là. Donc t'as bien fait. C'est clairement un comportement typique ou qui a besoin d'être accompagné au niveau médical. c'est ça. Voilà, et que Mais la y a question, rien. Ouais, c'est toujours de se dire: «Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus?» Tu vois? Enfin, je c'est un truc qu'on travaille beaucoup en supervision, ouais, mais ouais. comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, en fait, par rapport à ces problématiques-là? Quelles données il faudrait qu'on ait en tête quand on accompagne un jeune heu, qui représente des signes, d'addiction? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner, en fait? Tu vois? Bah ça, c'est une grande question. Comment on peut aller plus loin? Est-ce qu'on doit aller plus loin dans notre accompagnement? C'est la grande question. Non, mais je te dis parce que, enfin, je te dis ça, mais c'est la même chose pour moi. Enfin, dans ma pratique, enfin, déjà, il faut se dire, faut se faire à l'idée que si on vient nous consulter, c'est qu'il y a déjà un stade avancé Mmh. dans la souffrance ou dans le mal-être, forcément. Donc déjà, on arrive, alors j'aime pas dire presque trop tard, mais on arrive déjà assez tardivement, généralement, en Mmh. fonction de la demande des parents. Donc tout ce qu'on peut faire, après ça dépend de notre posture, ça dépend de ce qu'on adresse comme sujet et puis de on va dire ce qu'on adresse comme sujet et comme problématique, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est faire de la prévention, conseiller si c'est la demande, et puis accompagner si c'est aussi si la personne en face se sent prête à faire les efforts
et à faire justement et en recherche aussi d'améliorer de sa vie parce que c'est ça aussi un adolescent, c'est est-ce que ça vient de lui, est-ce que c'est ses parents, est-ce que on est dans l'adolescence, c'est vraiment un entre-deux de tout plein de choses. Du coup, la seule chose qu'on peut lui faire comprendre, c'est qu'ici c'est son espace à lui et que c'est possible si effectivement on joint nos forces tous les Mm, deux. mm. Et après le reste, c'est plus notre sort presque, j'ai envie de dire. C'est, on aura beau faire tout ce qu'on peut, accompagner de la meilleure façon, parler de nous, enfin, donner n'importe quel livre ou n'importe quelle formation, tout ce qu'on veut. Si le gamin il continue à se lever à 2 heures du mat pour à mettre un réveil et allumer le PC de son père, Oui, voilà. je suis non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Et puis, et je suis consciente d'avoir fait au mieux. Ouais, C'est vrai que c'est un truc qui est tellement omniprésent ouais, que et même pour nous en tant que parents, hein, que ça fait presque peur pour nos propres enfants et que mais oui, c'est une addiction, à mon sens, mais on en a déjà parlé un petit peu, mais qui a plein de niveaux. L'écran en lui-même, le fait que et on sait aujourd'hui que sur certains enfants qui ont des mmh, pathologies type, TDAH ou d'autres, que mmh, les écrans viennent activer des trucs, qui fait que ça part un peu en live. ouais, Il y a les réseaux sociaux, il y a Google, il y mmh, a, enfin voilà, aujourd'hui, on est dans des maisons ultra connectées. Enfin, ouais. voilà, on a ce truc-là partout. On se rend compte que notre consommation est dictée aussi par ce truc-là. Enfin, c'est à tellement de niveaux et c'est tellement omniprésent pour nous adultes et pour les ados que du coup, on est un peu paumé par rapport à ces accompagnements-là, quoi. Bah, je pense qu'en fait, ce qui compte, en tout cas moi de ce que je vois, ce qui compte, c'est que la vie réelle, elle soit bien ancrée, elle soit la plus, la plus saine possible parce qu'en fait, c'est ça qui compte, c'est que les enfants, ils aient conscience, que ça reste des outils en fait, que certes, c'est une extension de nous, mais qui on est nous et en fait, c'est ça qui compte Carrément. et que en fait, ils puissent, moi enfin, on parle des réseaux sociaux et des comportements qui sont forcément hyper problématiques là, mais j'ai beaucoup de jeunes qui ont, heu, qui consomment beaucoup d'écrans, de réseaux sociaux, mais qui arrivent très bien à mener une vie, réelle, physique, tout à fait saine et qui a pas de soucis aussi. Moi, quand j'étais petit, j'avais certes pas, des écrans comme là on en a aujourd'hui, mais je pouvais très bien quand j'avais la console, je pouvais très bien rester toute la journée sur la console. Donc j'étais un gros joueur, de jeux vidéo et j'adorais ça. Donc voilà, c'est en fait, je pense que ce qui compte, c'est que qu'il faut bien s'assurer le plus tôt possible d'accompagner en fait les enfants. Bah là, qu'est-ce que tu es en train de consommer? Qu'est-ce que tu fais? Heu, Là, quand tu consommes ça, voilà ce qui se passe, donc sois vigilante. Et puis, bah là, attention, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis toujours proposer d'autres choses dans la vie quotidienne, des musées, des sorties, des voyages si on peut, enfin, tout ce genre de choses-là pour que en fait qu'on garde les pieds sur terre, quoi, tout simplement. Et que l'enfant il se sente le mieux possible parce que les écrans, c'est un outil, mais ce qui favorise énormément l'addiction, c'est que dans la vie réelle, ça va pas ou que l'enfant est fragilisé de base. C'est Donc en ça. fait, c'est ça en fait, c'est que l'addiction aux écrans, c'est pas les écrans qui rendent addict ou qui font qu'il y a une addiction. C'est parce que dans la vie quotidienne, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, et qui vont essayer de compenser à travers ça. Donc les écrans, c'est qu'un outil. C'est comme l'addiction aux jeux de hasard ou les choses comme ça. C'est la relation, avec le jeu de hasard, elle est malsaine parce que dans la vie réelle, il y a quelque chose qui tourne pas rond et qu'il faut pouvoir régler, quoi. En fait, c'est plus ou Donc, moins une recherche, comme tu nous le disais dans la définition d'une addiction, c'est la recherche de fuir une ouais, situation qui est dérangeante, en fait. bien sûr. Donc Bah si je oui. récapitule, ce qu'on se dit, l'idée c'est de détecter quand on accompagne ce genre de problématique, c'est de détecter, ce qu'ils sont en train de fuir en fait, plus ou moins, de faire de Mm, la psychoéducation, de donner du cadre,
mais aussi, de proposer d'autres choses et j'aime beaucoup ton approche là-dessus. Ouais, C'est qu'effectivement que si nous-mêmes on est que sur les écrans et qu'on propose rien d'autre à nos ados ou à nos jeunes, bien bah, sûr. effectivement ça risque pas de les sortir des écrans, quoi. Moi, j'ai des exemples, j'ai beaucoup d'exemples par rapport à ça. J'ai remarqué, quand on est jeune ou même l'humain, l'être humain en général, il adore jouer. Donc forcément, c'est difficile de se détacher des écrans de base parce que c'est un jeu, c'est du divertissement. Mais j'ai constaté, par exemple, que il y a beaucoup de jeunes pour qui c'est plus difficile de se concentrer dans la vie réelle, etc. Ces jeunes-là, ils ont plus de difficultés parce que souvent, il n'y a pas de jeux de plateau, des jeux de société. Et moi, j'ai vu que les jeunes que j'accompagne qui ont accès à plus de jeux de plateau, de jeux de société, que ce soit des jeux de mémoire, des jeux de déduction, des jeux de stratégie, des jeux des jeux de divertissement, des jeux de rapidité, ils ont plus de, ils ont plus d'ouverture, ils ont plus de créativité, ils ont plus de ce genre de choses-là, plutôt que bah, forcément quand t'as pas ça, bah, tu vas plus être sujet à consommer des écrans. Parce Carrément. que, parce que forcément, et moi c'est des questions que je pose, c'est souvent bah, le premier entretien, c'est qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais? Et puis je vois en fait les jeunes, est-ce qu'ils ont... Et je mets pas la faute sur les parents, enfin on a tous, vous faites tous comme on peut, on fait tous comme on peut, mais effectivement si on peut se donner du temps aux jeux de société, aux jeux de plateau, c'est pour moi c'est ce qu'on appelle, moi j'estime que c'est un game changer, tu vois, Mmh. littéralement, parce que tu t'amuses, parce que c'est ce que les jeunes recherchent, c'est jouer, Mmh. mais en même temps tu le fais avec ta famille, avec tes proches et il y a plein de jeux différents, mais comme c'est pas populaire les jeux de société, à part les plus grands connus comme Uno, Monopoly ou des jeux de memory, mais c'est pareil ça, si tu fais pas des soirées jeux en fait, ou si tu vois pas tes parents faire des soirées jeux avec ses amis ou des choses comme ça, ben en fait c'est pas dans la culture quoi de ta Mmh. famille, donc voilà. Et pour moi c'est une bonne alternative. Il existe, pour info, des bars à jeux de société où Ouais, ils louent les jeux de société et c'est ouais, topissime. Il y a des supers ambiances, c'est très ouais, familial, c'est très sympa. Moi, je vous invite vivement, si vous habitez près d'une grande ville, à essayer de regarder si ouais. vous en trouvez puisque c'est vraiment top et c'est bon enfant souvent. Donc Mm, c'est mm. clair et découvrir d'autres jeux. Moi, j'adore jouer au Dixit, par exemple. Je sais pas si tu Ouais, connais ce jeu-là, c'est un bien jeu que sûr. j'utilise souvent, que Mm. j'utilise même en séance parce que je trouve ça tellement Bah carrément. intéressant de d'aider les enfants et les jeunes à développer cette créativité et à trouver des astuces de langage. Bref, peu importe, mais c'est intéressant en fait ce que tu nous dis et d'amener et de proposer autre chose. Et effectivement, le jeu de société peut être une solution, mais tout comme je crois, et je pense que tu seras OK avec moi, tout ce qui va être jeu de construction, puzzle, tous ces jeux-là qui sont pas Ouais, forcément des jeux de plateau, mais qui permettent aussi de mm, travailler sa motricité, sa réflexion, bien sa sûr. stratégie, parce Mm. qu'on le voit à la télé avec je sais plus, l'émission Lego, je sais plus quoi là, Ouais, heu, où ils fabriquent, des énormes trucs, mais il y a de la super créativité là-dedans. Il y a plein de ouais, choses ouais. et c'est sans écran, en fait et c'est de se Mais montrer oui. à soi-même qu'on est capable de faire des choses, même sans ça et tu as complètement raison, je crois, sur le côté, comment changer l'environnement, en fait. Mm. Ben moi Super. j'accompagne qu'à travers des jeux de plateau et de jeux de société, j'en ai plein et j'ai maintenant quand je regarde les jeux de plateau de société, je visualise mais quel type de patient j'ai. Et donc je suis là, je dis ah ouais, donc ça serait bien pour tel patient. Ah ouais, il faudrait un jeu comme ça et j'en ai plein chez moi, j'en ai plein dans mon cabinet. J'en ai un petit peu trop même, je pense qu'il faut que j'arrête. Donc là, je commence à avoir une addiction au jeu aussi. Donc c'est une autre addiction. Non, je plaisante, mais oui, voilà, mais c'est vraiment une alternative que moi je trouve c'est hyper bien et il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a plein de jeux éducatifs. Je pourrais t'envoyer si tu veux des sites Ouais, où tu as plein de jeux dessus qui peuvent aider tes patients ou les personnes carrément. que tu accompagnes. C'est chouette. Super. Et ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça avant qu'on passe au petit quiz de fin? Bah là, je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. On est d'accord, hein? Ouais, ça fait déjà C'est 47 chouette. minutes, hein. C'est bien, on est bien, on est bien. Alors, on arrive donc du coup au quiz de fin. Tu sais, c'est le quiz de fin que je pose. C'est les petites questions que je pose à la fin de tous les podcasts parce que j'aime bien poser ces petites questions-là.
La Ouais. première, c'est qu'est-ce qui a changé dans tes accompagnements? Tu sais, le truc où tu te disais au départ, ça je le ferai pas, ou ça je le non, enfin, je sais pas. Tu vois, qu'est-ce qui au départ de tes accompagnements, tu étais sûr que tu ferais comme ça et en fait, tu fais pas comme ça? Moi, j'ai été formé surtout au côté cognitif, donc ce qu'on appelle la remédiation cognitive. Donc en gros, c'est la rééducation des capacités attentionnelles, mémoire. Et donc le côté suivi psy, psycho-affectif, anxiété, c'était pas trop mon fort. Et je me suis dit, moi, je vais faire uniquement ce pourquoi je suis bon. C'est vraiment les capacités attentionnelles, faire en sorte que les jeunes, ils soient un peu dans la performance, un petit peu trop même des fois. J'étais vraiment dans les premiers mois, voire même premières années, j'étais vraiment dans ce côté-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait pas faire l'impasse. Sur le alors, j'étais des fois dans le côté psy, mais plutôt dans le côté développement personnel, coaching, et en fait, il y avait des jeunes, ils n'avaient pas besoin de ça. Il y avait des Mmh. jeunes, ils avaient juste besoin de se poser, d'être écoutés, et c'est tout. Juste, Mmh. ils avaient besoin de leur endroit, de leur espace à eux qu'ils n'avaient nulle part, ni à l'école, ni à la maison, ni dans leur club de sport, ni nulle part ailleurs. Et en fait, juste ça, bah, ça leur faisait un bien fou. Et j'ai sous-estimé énormément cette partie-là. Et j'ai appris à ralentir dans mes accompagnements. Et j'ai appris à ralentir aussi leur temps à eux, qui allait trop trop vite par rapport à ce qu'ils avaient besoin. Et donc Mmh. ça, c'est pour moi vraiment le truc qui a été une grosse rupture dans mon accompagnement, mais aussi dans ma vie à moi, euh, où voilà, apprendre à prendre le temps, parce que justement, tout ce côté réseaux sociaux, internet, etc., qui va très vite, il faut poster, il faut consommer, il faut regarder, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bah, il y a des trucs qui ont besoin de temps et qu'il n'y a aucune application, aucun écran, aucun outil qui pourra faire que ça ira plus vite. En fait, il y a des trucs qui ont besoin de temps littéralement. Et ça, ça c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Super, non, c'est très riche ce que tu nous dis. J'aime beaucoup cette idée de Ouais, ralentir et je crois que c'est ouais. un en hypnose, je sais pas si tu as déjà fait de l'hypnose, dans ta vie, si ça t'est déjà arrivé? Ouais, alors c'était pas forcément des hypnothérapeutes, mais c'était des gens qui étaient très bons en hypnose, mais j'en Ouais. ai fait un petit peu, ouais. Et du coup, pour moi, c'est une des choses qui sont Mm. très importantes dans les accompagnements en hypnose, c'est que on commence par ralentir, en fait. Parce que Bah quand on oui. va trop vite, on voit plus ce qui se passe Mm. et on est toujours en train de courir. Donc c'est important de trouver le truc qui ralentit. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au toi qui débutait? Bah ça va aller, hein. Ah, c'est génial! Ça va aller en fait, hein. Je peux pas te spoiler parce que ça va servir à rien vu que t'es têtu, donc Ouais, ça va aller. c'est Voilà, chouette! J'adore. voilà, OK. c'est tout. Est-ce qu'il y a des moments où tu délègues? C'est-à-dire des moments où tu te dis: «Non, là, ça va trop loin, je vais faire attention à ça». Tu vois? J'en parle souvent en disant, par exemple, les risques de crise suicidaire. Moi, j'ai tendance à déléguer. J'en parlais tout à l'heure Mmh. par rapport aux Ouais, addictions, c'est-à-dire quand je me rends compte que ça passe pas et que j'y arrive pas et que c'est pas ça va plus loin, c'est au-delà de moi. Comment oui. quand est-ce que ça t'arrive, toi? Ouais, bah ça m'arrive souvent, hein, ça m'arrive. Alors je dis souvent, plusieurs fois par mois quand on me contacte. J'essaye dans ma description d'être le plus ciblé possible aussi dans mon contenu et dans mes descriptions, que ce soit sur mon site ou mon profil Doctolib, pour qu'on sache ce que je fais. Et puis généralement, avant de recueillir un patient, je l'appelle pour savoir quels sont les besoins. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé un cabinet avec mes deux associés. C'est que dans ce cabinet-là, on a des éducateurs spécialisés, une psychologue spécialisée dans l'autisme, une thérapeute spécialisée dans les traumas ou les dépressions très fortes. Et donc, ça me permet de clairement recommander si moi je suis pas apte du coup, ou que je me sens pas, c'est pas ma spécialité. Donc ça, voilà quoi. Donc c'est clairement ça, c'est quelque chose que je fais. OK, Ouais. super. Est-ce qu'il y a 3 choses qui sont essentielles pour toi dans l'accompagnement d'un ado ou d'un jeune? Tu sais, quelque chose que tu vérifies systématiquement?
Alors souvent, on me répond, ben, leur adhésion à l'idée du changement, Ouais, leur envie. Quand on parle des addictions, il y a l'envie. ouais. Est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, bah ça c'est vrai que lors de notre première séance, j'explique très clairement ce que je fais Mmh. et ce que ça va impliquer de mon côté et du leur et que ça va être un travail intérieur et que c'est important qu'ils puissent, s'investir pour que le travail et pour que les séances soient bénéfiques. Mmh. Et qu'effectivement, si on a un de nous 2 qui lâche un peu ou qui a moins envie, pour bonne ou mauvaise raison, c'est pas, il n'y a pas de jugement là-dessus, Mmh. ben, que forcément, ça sera le moment de la séparation. Mais que voilà ce que ça implique, quoi. Mais ça, c'est le numéro un, c'est effectivement être très clair sur ce que je fais et sur ce que ça va impliquer chez eux. Mmh. Et donc, voilà quoi. Tu m'as dit trois choses, là c'est déjà une chose importante. La deuxième chose, c'est des règles déontologiques classiques qui fait que ça reste entre nous, qu'il n'y a pas de jugement, que, enfin voilà, ouais, c'est confidentiel et puis voilà quoi. Et ça Ouais, c'est le c'est cadre, en fait. ouais, c'est le cadre de base, j'ai envie de dire. Et puis, mais sinon, il n'y a pas de autre chose que je vois en tout cas. OK, parfait. Du coup, c'est quoi ton actualité en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah, ce qui se passe pour moi, c'est que je ralentis. Ah, j'adore. J'ai trop de patience. J'ai beaucoup trop de Ouais. patience. Je peux pas. J'ai plusieurs mois d'attente et je délègue donc à d'autres neuropsychologues, à une autre nouvelle neuropsychologue qui va intégrer mon cabinet, à une neuropsychologue qui est déjà présente à mon cabinet aussi. Et donc, je ralentis parce que j'ai fait un burn-out en janvier où genre je pouvais plus me lever quoi. Mmh. Et du coup c'était trop, j'étais irritable, j'étais insupportable à la maison auprès de ma femme. Enfin voilà quoi, c'était trop, j'étais fatigué, je faisais des erreurs dans mes comptes rendus de bilan, je il y avait des jeunes que je recevais, ça faisait sixième ou cinquième rendez-vous, il me disait rien. Là, je me suis dit c'est chaud. Donc ouais, là je ralentis, j'ai coupé mon temps de présence en cabinet en deux, littéralement. Je travaille du mercredi au samedi. Mmh. Alors on a tendance à se dire bah ok j'ai du temps libre, j'ai le dimanche, lundi et mardi de libre, c'est super. Mais en fait, comme je fais des bilans neuropsychologiques, ça me demande un temps de rédaction qui est juste fou. Et comme j'ai des demandes qui sont croissantes avec malheureusement le Covid, bah, je peux plus tout gérer et en fait j'ai plus de place. Et donc là, et comme tu as des charges, un cabinet à payer, tu te dis bah il faut que je continue. Donc tu es dans une boucle où plus tu fais, plus tu as des charges, plus il faut payer, plus il faut travailler. Mmh. Et j'ai plus envie que mon temps enfin, j'ai plus envie que mes finances et que ma santé mentale soient dépendantes de mon boulot et de ma présence au cabinet. Et donc j'ai pris le risque avec ma femme, on s'est dit je coupe la part en deux, je coupe mon temps en deux et comme ça je peux respirer parce que la santé mentale et mon couple et ma vie et ma vie sociale et ma santé physique, ça n'a pas de prix. Donc voilà ce qui se passe pour moi en ce moment. C'est Tellement important, ouais, merci de nous raconter ouais. ça parce que en tant qu'accompagnant, parfois on a Ah tendance à oui, se surestimer et à vouloir en faire mais plus et ouais, à vouloir aller plus vite et comme tu dis, faut poster, faut créer, faut mais bien communiquer, sûr. Ouais, faut ouais. et puis il faut accompagner, il faut être bien, il faut Ah ralentir bah oui. et en fait, on se place où là-dedans? Exactement. Mais moi, je consulte une psy depuis 2020, hein, depuis juillet 2020, ça va faire presque 2 ans, et c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie. C'est en tant que psychologue, je consulte, moi aussi, et ça, c'est important de pouvoir le dédramatiser et je le divulgue, et je suis presque fier de le dire parce que en fait, ça a changé énormément de choses dans ma vie sentimentale, dans ma vie pro, dans ma vie amicale, dans ma vie familiale, et, euh, Mmh, et ouais, c'est hyper important. Ça n'a pas de prix, littéralement. Ça n'a pas de carrément. prix.
Ne Mmh. pas oublier de prendre soin de sa santé mentale, Ah ouais, non mais effectivement. Je me fais aussi accompagner. ouais, Je trouve que c'est important aussi de se faire superviser, ouais. éventuellement de faire de l'intervision si on Ça, a c'est ce que besoin de je fais aussi, partager ouais. avec d'autres Mmh, et voilà et de savoir ralentir quand c'est nécessaire et c'est une superbe actualité. mmh. Bravo. Bah ouais, il faut, merci. Où est-ce qu'on peut te trouver? Parce que moi je t'ai trouvé sur, Instagram, mais, je sais pas si tu as d'autres réseaux sur lesquels tu commes un peu? Franchement, je communique quasiment pas. Ouais. Je communique un petit peu sur Instagram où je poste des stories qui sont des choses que moi j'aime bien parce que je me suis découvert une passion depuis bientôt 1 an maintenant qui est la programmation de jeux vidéo. Mmh. Donc déjà j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais j'aime aussi programmer et j'apprends à programmer. Et je sais que dans les années à venir, j'aimerais bien créer mon propre studio de jeux vidéo avec des amis. Et donc, la programmation, c'est quelque chose auquel je vais communiquer un petit peu plus sur qu'est-ce que ça m'a appris, comment je programme, qu'est-ce que je crée comme jeu vidéo. Et mon but, c'est toujours à travers les petits jeux que je crée, de pouvoir aider les autres. C'est-à-dire, c'est pas, mon but, c'est pas d'avoir des jeux où parce que j'ai découvert énormément de jeux indépendants qui sont poétiques, qui font travailler les fonctions cognitives, qui font travailler la réflexion, l'introspection. Et en fait, c'est un lieu de créativité qui est juste infini. Et moi, ça m'a fait un peu comme ça a disrupté un peu mon cerveau parce que je me suis dit, en fait, on peut faire énormément de choses avec. Donc, je vais communiquer un petit peu de temps en temps sur Instagram, mais via mes stories. J'ai une chaîne YouTube que je n'ai pas du tout alimentée, que j'aimerais un petit peu plus alimenter, où j'ai présenté une petite partie de mes jeux de plateau que j'utilise en séance et sur laquelle j'avais fait aussi pendant toute l'année 2020-2021, je faisais des Neurogaming Live et en fait je sélectionnais un jeu vidéo sur lequel je jouais en live avec certains de mes patients qui me regardaient et avec qui je communiquais avec eux et c'était des jeux de puzzle, des jeux de réflexion et c'est eux qui me guidaient dans le jeu et qui prenaient les décisions et moi je faisais ce qu'ils me disaient un petit peu. Mmh. Et donc voilà, sur ma chaîne YouTube, il y a le côté jeux vidéo et jeux de plateau qu'on peut OK. voir. Pardon. Et donc, voilà, c'est ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, c'est les deux seuls, j'ai envie de dire, réseaux sur lesquels je communiquais un petit peu et sur lequel et j'aimerais bien reprendre un petit peu ma chaîne YouTube. Je sais pas quand ni comment, mais un jour ça va reprendre, donc je peux pas dire comment ni quand. Ce Donc voilà. podcast sortira en juillet, peut-être que Ouais. d'ici là, ce sera OK pour toi. Ouais, ouais, peut-être. C'est Ah bah possible. tiens, ça me mettrait un bon petit challenge de la reprendre comme ça, quand tu le sortiras en juillet, il y aura un petit peu de contenu, C'est peut-être. ça. Donc allez voir, Et en plus, c'est rigolo parce que c'est en juillet que mon temps de cabinet sera réduit de moitié. Donc ah du cool. coup, voilà, Bon, bah, parfait. voilà. Et tu exerces où toi? Alors moi, j'exerce à Torcy, dans le 77. C'est pas très loin de Marne-la-Vallée. OK. Et donc pour ceux qui sont dans le secteur du RER A, Val-de-Marne, Marne-la-Vallée, Disneyland, voilà, c'est dans ce secteur-là. Super. OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Si on devait te retenir un seul fait, tu sais? Moi, j'aime bien cette dernière question, je la trouve assez rigolote, on va dire Ouais. ça comme ça. Si on doit retenir, tu sais, quelqu'un qui a que 3 minutes et il vient écouter les 3 dernières minutes du podcast, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette interview? Heu, Apprenez à travailler sur vous-même, je pense. Sachez un petit peu plus qui vous êtes et vous avez le droit de changer parce qu'en fait, c'est le cours naturel des choses et à n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez, choisir, un petit peu plus ce qui vous convient, que ça soit, professionnellement, personnellement. Ouais, on a Voilà, toujours le choix, en fait. ouais. C'est ça qui est chouette. Le choix, je sais pas, mais le droit, oui, par contre. Le droit. Tout à fait. Voilà. Ça me va. Merci beaucoup, André. Écoute, Je t'en c'était prie. vraiment un chouette moment. J'ai adoré ce partage. Bah, de même, merci beaucoup. En tout cas, continue à faire de ce que tu fais parce que je te découvre et je trouve ton contenu hyper original parce que je connaissais pas beaucoup de gens, voire même personne qui faisait du contenu autour des jeunes adultes et de l'adolescence comme ce que tu fais. Donc, bravo à toi. Merci beaucoup. Merci de tout cœur, en Ouais, tout cas. et ben merci à toi.
Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Croire en eux le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.